Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de l'émission Le Point qui reçoit ce soir le professeur Mamadou Aliou Diallo, professeur de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir professeur. Bonsoir M. Traoré. Alors ce soir nous allons parler de l'Union africaine, de son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 25 mai 1963, 32 États se réunissaient pour créer l'Organisation de l'Unité africaine avec pour mission d'unir leurs forces pour libérer le continent du colonialisme, mais aussi de promouvoir l'unité et la solidarité entre les États, de poser les bases d'un avenir politique, économique durable sur le continent. Et puis il y a eu 2002 et cette réorientation de l'Organisation de l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, j'allais dire, donc face aux défis atteintes des populations, l'UA qui devient donc l'UA avec pour mission de servir de fer de lance pour le développement durable du continent avec de nombreux chantiers, des défis comme la paix, la stabilité, la sécurité, les infrastructures, l'éducation, la santé, le développement industriel, économique et agricole, l'intégration et le commerce. Professeur, on va parler de cette organisation de l'unité africaine. A-t-elle rempli ses missions? Merci M. Traoré. Je voudrais peut-être, à l'entame de mon propos, avant que de répondre à la question, vous remercier pour avoir eu l'amabilité de m'inviter à la RTS pour traiter de ce sujet combien important pour tout Africain et combien important pour tout Africain publiciste et surtout international. C'est une question d'actualité. Vous l'avez bien dit, vous avez dit en réalité que à l'aube des indépendances, il y avait cet engouement de la part des chefs d'État de créer cet outil de coopération entre États. Cet outil de coopération entre États avait en réalité pour ambition de non pas de promouvoir un quelconque développement, une intégration, mais seulement pour créer ce qu'on appelle un instrument de coopération entre les États en tant que tel. Vous n'êtes pas sans savoir que les ambitions qui étaient affichées par les uns et les autres étaient d'une part justement de pouvoir créer, à l'exemple de ce qui se passe sous d'autres sujets, un instrument d'intégration. Mais cet aspect de la question, à mon avis, n'a pas été tout à fait satisfaisant. Mais c'est surtout donc l'UA, donc ancêtre de l'Union africaine, instrument de coopération entre États qui a survécu. À ce propos, je veux dire que les objectifs primaires qui avaient été affichés étaient d'abord de pouvoir faire en sorte que l'on règle le problème de conflit entre États. Vous savez, on venait d'accéder à l'indépendance. Il y avait les États nouvellement issus de la colonisation qui voulaient s'affirmer sur la scène internationale, qui cohabitaient avec d'autres États. Donc il y avait souvent donc, les ingrédients de ce qu'on pourrait appeler des conflits frontaliers entre États. Donc le problème fondamental auquel l'OUA a eu faire face, justement, était le problème de règlement des conflits. Mais les objectifs qui étaient visés n'étaient pas ceux-là seulement. Il y avait, comme on l'avait dit tantôt, des objectifs relatifs donc, au développement économique et social, des objectifs relatifs à l'éducation, à la santé, à la promotion de la culture, différentes cultures qui étaient ceux des États africains nouvellement indépendants. Maintenant, est-ce que les objectifs qui avaient été visés, est-ce qu'ils ont été atteints? Les défis, vous l'avez dit, étaient nombreux. Est-ce que ces défis ont pu être relevés? Ça, c'est une question d'importance. Je vous pose la question. Très bien. Alors, les défis étaient nombreux. Les défis, par rapport d'abord, vous savez, on venait d'accéder à l'indépendance, mais ce n'est pas tous les États africains qui avaient accédé à l'indépendance. Il y avait encore des poches de colonies. Donc, je veux dire que l'un des chantiers de l'Organisation de l'Unité africaine était justement de lutter pour pouvoir faire la promotion de ces États pour qu'ils puissent accéder à la souveraineté internationale. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense à la Rhodésie, je pense à la Guinée-Bissau, je pense à beaucoup d'autres pays, même la Gambie qui est voisine n'a accédé à l'indépendance en 1965. Donc il y avait, si vous voulez, sur la planche, un pain suffisamment important pour l'Union africaine. À ce propos, je peux dire que le bilan peut être qualifié de positif, dans la mesure où aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en Afrique, il reste encore un État qui est sous le joug de la colonisation. Nous connaissons les péripéties de l'accession à l'indépendance, peut-être je ne vais pas l'appeler comme ça, en tout cas de la fin de la discrimination raciale en Afrique du Sud. Je voudrais un tout petit peu rappeler les efforts qui ont été fournis par les pionniers en la matière. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à
Gamal Abdel Nasser, qui ont lutté au sein de l'Organisation des Nations Unies, mais également au sein du mouvement des non-alignés, pour faire en sorte que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes puisse trouver une application en Afrique. C'était le cas, ce qui a permis justement de permettre à ces États d'accéder à l'indépendance. Mais ce n'était pas le seul chantier. En ce qui concerne l'éducation, le problème, il demeure, je veux dire qu'il demeure encore. Parce que vous savez, nous avons hérité d'une situation, je pourrais la qualifier ainsi, de multiculturelle. Nous avons été colonisés d'une part par les Français, d'une part par des Anglais, par des Portugais et par des Arabes. Donc les cultures ne pouvaient pas être les mêmes. Il y avait donc un chantier difficile à pouvoir réaliser, dans la mesure où il y avait plus de réticence, de problèmes, je veux dire, des pesanteurs, que des facteurs qui pouvaient encourager un tout petit peu les acteurs par rapport à cette question. Je pense notamment à des organismes comme le CAMES, qui ont eu des difficultés à pouvoir intégrer un tout petit peu le système d'enseignement dans la plupart des États. On a réussi un temps soit peu en ce qui concerne les États d'obédience francophone, avec donc l'institution d'un programme commun. Et actuellement, on peut dire qu'il y a une forte tendance vers l'intégration de l'éducation, encore que des pans entiers restent encore à faire dans ce domaine-là. Mais également, il y a d'un point de vue normatif, l'Union africaine a pu créer des résolutions, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des codes de conduite qui sont donc établis de façon donc préalable et l'objectif était qu'elle soit pérenne pour permettre aux États d'avoir un code de conduite dans les relations en tant que tel. Donc là également c'est un corpus normatif qui est suffisamment impressionnant, qu'il y a des résolutions, il y a des recommandations que l'organisation de l'unité africaine avait créées et qui aujourd'hui constituent ce qu'on pourrait appeler le code à partir duquel donc tous les États doivent se mouvoir dans les relations mutuelles. Mais également en ce qui concerne le règlement de certains conflits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'aube des indépendances, il y a eu des conflits notamment entre l'Algérie et le Maroc, des conflits entre la Somalie et le Kenya, des conflits donc frontaliers, et l'Union africaine, à mon avis, a mené des batailles qui ont été couronnées de succès et qui ont permis de régler pacifiquement ces conflits en tant que tels. Vous avez parlé du problème entre l'Algérie et le Maroc, et entre les deux, il y a la question du Sahraoui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de l'OIA? Oui, on pourrait dire que c'est un échec de l'OIA. Je pourrais dire plus que c'est un échec en réalité de la communauté internationale dans sa globalité. Parce que vous savez, le problème sahraoui est un problème lancinant. C'est un problème qui a une double facette. D'abord, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ensuite le principe de l'autodétermination des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes signifie qu'il existe un peuple sahraoui qui a sa propre culture, qui a son passé, qui revendiquait la possibilité pour lui de pouvoir instaurer un État que l'on qualifierait de sahraoui. Il y avait à ce propos un fer de lance qui s'appelle le Front Polisario, qui a lutté pour ce cas. Alors, à côté du Front Polisario, il y avait justement le gouvernement algérien qui était donc de tout cœur avec le Front Polisario. Vous savez, à l'époque, avec Wari Boumediene et consorts, donc c'était des révolutionnaires. Donc, c'était vraiment le dada sur la question. De l'autre côté, il y avait les prétentions marocaines. Sur le Sahara occidental. Et les prétentions marocaines allaient même au-delà du Sahara occidental et allaient jusqu'en Mauritanie. Donc la question a été posée de ce point de vue-là, et à mon avis, l'Union africaine, pour autant que faire se peut, a voulu en tout cas développer, si vous voulez, des mécanismes permettant de reconnaître la RSD, la République arabe sahraoui démocratique, comme étant un État souverain indépendant, comme le stipule l'article 3 de la Charte de l'OIA. Malheureusement, on est encore en train de buter à des problèmes relatifs au référendum, à même l'autodétermination du peuple en tant que tel. Aujourd'hui, les Marocains vont jusqu'à être dubitatif par rapport à ce qu'on pourrait appeler le peuple sahraoui, la qualité de sahraoui. Pour le Marocain, il s'agit du même peuple marocain en tant que tel, ce qui justifierait la prétention marocaine sur la question. Donc, l'Union africaine a échoué sur cette question. L'Organisation des Nations Unies également a échoué sur cette question. Donc, c'est un problème qui, à mon avis, dépasse un tout petit peu même les frontières de l'Afrique, et également les critères de compétence de l'Organisation de l'Union africaine et de l'Union africaine aujourd'hui. Et cela est d'autant plus vrai que le U de l'OIA parlait d'unité et de solidarité entre les pays. Et le fait que le siège du Maroc soit resté vacant comme ça, est-ce que c'est pas ça justement l'échec? On n'a pas pu fédérer tous les États, les réunir tous au sein de l'OIA. Oui, la vacance du siège du Maroc au sein de l'OIA est quelque chose que tout panafricanisme pourrait avoir à regretter. Vous savez, c'est lorsque la République arabe sahraoui démocratique a réuni les critères qui étaient exigés par la charte
consistant donc à avoir une reconnaissance d'une minorité d'États par rapport donc à son existence, que le Sahara occidental a déposé sa candidature pour être membre à part entière de l'Organisation de l'Unité africaine. À l'époque, je me rappelle, c'est encore Edem Kodjo qui était secrétaire général de l'OUA. Lorsqu'il a reçu les instruments de reconnaissance de la RSD, il a appliqué les textes, faisant donc du Sahara occidental un État indépendant et souverain, donc qui était membre de l'OUA. À cette occasion, le Maroc s'est senti frustré et ensuite a décidé de se retirer de cette organisation. Cette position a fait en réalité à tempérer les ardeurs de certains États qui étaient même, on peut les appeler comme ça, des amis de la RSD, et également a donné raison, si vous voulez, à certains États qui sont amis du Maroc. Je me rappelle ce que je peux qualifier aujourd'hui avec la distance, les vases hésitations du président Léopold Sédar Senghor, qui à un certain moment donné s'était empressé à reconnaître donc cette République. Puis, compte tenu des rapports, des relations qui existaient personnellement entre Léopold Sédar Senghor et Hassan II, a eu à revoir sa position par rapport donc à la question. C'est pour dire que c'est une question lancinante et ça pose un problème de la cohésion au sein de l'unité africaine. D'accord. Et aujourd'hui, l'observateur averti que vous êtes, qu'est-ce que vous retenez de positif? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, disons, dans ce bilan de l'OUA? Un climat de satisfaction m'anime, en tout cas j'ai des sentiments de satisfaction. Dans la mesure où d'abord il fallait savoir que c'était une gageuse, ce n'était pas évident. À l'aube des indépendances, nous avions des États qui n'avaient pas été colonisés par la même puissance. Nous avions des arabophones, des anglophones, des lusophones, des francophones. Ensuite, nous avions également des États qui, du point de vue de l'idéologie politique qui gouvernait, n'appartenaient pas à la même chapelle. Nous avions d'un côté, je ne sais pas, vous vous rappelez, ce qu'on a appelé le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, d'un côté les révolutionnaires et de l'autre les modérés. Et ensuite, on avait des États qui ont hérité la situation de la colonisation, mais surtout des situations qui étaient tellement artificielles, des États artificiels, qui encadraient à leur sein des populations d'origine, de culture, de religions diverses. Ce qui faisait que donc il y avait d'abord un problème intra-africain à l'intérieur des États africains, ce qui fait que ce n'était pas évident que l'on puisse réussir à créer un organisme qui fédérerait l'ensemble des forces, en tout cas qui serait un instrument de coopération entre États. Aujourd'hui, ce que je pourrais retenir par rapport au bilan positif, au côté positif du bilan, c'est que du point de vue de la décolonisation, je viens de le dire, mais surtout également du point de vue de la résolution des conflits, parce qu'il ne faudrait pas également méconnaître cet aspect. Beaucoup de conflits ont été réglés par l'Union africaine, encore que maintenant il y a d'autres conflits sur lesquels, à mon avis, l'Organisation de l'Unité africaine a traîné les pas. Donc le bilan, je dirais que de ce point de vue, il est mitigé. Mais l'autre problème que je voulais également souligner, c'était par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Vous savez, les objectifs étaient nombreux et peut-être là, ça donne l'occasion de peut-être corroborer l'adage qui dit que qui trop embrasse, mal étreint. Donc l'ambition était très grande. Il y avait eu donc beaucoup de domaines dans lesquels l'Organisation de l'Unité africaine voudrait apporter sa touche, sa solution. Malheureusement, il y a certains domaines dans lesquels nous n'avons pas pu trouver en tout cas des solutions. Je pense notamment aux questions relatives à la santé, des questions relatives donc également à la science et à la technique, notamment à la recherche. Ce sont les parents pour aider des politiques publiques développées par l'Organisation de l'Unité africaine. Et dans ce contexte, donc, c'était une organisation vraiment utile. On ne dira pas comme De Gaulle que c'est un machin. C'était un machin, bien que c'est un club de chefs d'État. Non, on ne pourrait pas le dire. On ne pourrait pas le dire. Parce que vous savez, ce n'est pas facile l'intégration des États. Si vous faites une étude comparative, si vous regardez le processus d'intégration de l'Union européenne aujourd'hui, mais elle a parcouru des siècles, elle a été faite pendant un temps suffisamment très long. On ne pouvait pas également croire que tout de suite ça allait marcher. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'aube des indépendants, nous avions des personnalités fortes. J'ai parlé tout à l'heure de Kourouma, j'ai parlé de Nasser, j'ai parlé de Sékou Touré, de Julius Nyerere, de Kenneth Kaunda. Ce sont des personnalités fortes qui pouvaient imprimer de leur volonté, en tout cas la marche des événements. Ceci a pu jouer le rôle de catalyseur dans le processus de coopération entre États en Afrique. À mon avis, donc, c'est ce phénomène qui a joué donc, le rôle d'unificateur sur ce plan-là. Encore qu'aujourd'hui, la marche des choses peut peut-être se fonder sur d'autres leviers que le charisme et la personnalité des États, parce qu'aujourd'hui, la nécessité est devenue tout à fait, je dis, criarde, que nous devons nécessairement aller à l'unité. Nécessairement à l'unité. Et puis, il y a eu
Sirte en 1999, Durban en 2002, les chefs d'État ont voulu donner une nouvelle orientation à cette organisation en créant l'Union africaine. C'était nécessaire pour vous? À mon avis, nécessaire, je pourrais. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt un tout petit peu réorienter, compte tenu des possibilités qu'il y a, des enjeux d'accord, mais des possibilités qu'il y a, simplement l'organisation de l'unité africaine? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de grande différence entre les objectifs qui sont ceux de l'organisation de l'unité africaine et ceux de l'Union africaine en tant que telle, mais également les moyens qui ont été utilisés pour réaliser les objectifs en tant que tels. À mon avis, c'est une organisation de plus. Il fallait simplement, à mon avis, restructurer l'organisation de l'unité africaine pour lui assigner de nouvelles directions compte tenu des nouveaux événements. Et si je reviens à la question que vous avez posée par rapport donc aux grands moments, si vous voulez, de l'Union africaine, on n'a fait que reprendre les positions antagonistes qui ont existé au début de l'organisation de l'unité africaine. Vous savez, il y avait quelqu'un qui s'appelle Kwame Nkrumah qui voulait en réalité qu'il y ait l'union tout de suite. Et il préconisait ce qu'on pourrait appeler un exécutif continental, ensuite ce qu'on pourrait appeler un pouvoir délibérant continental. Il s'est heurté à des réticences. Il y en a qui ont donc évoqué plusieurs critères, plusieurs éléments pour en tout cas débouter la position de Nkrumah. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de l'Union africaine avec la position de Nkrumah qui avait été portée peut-être avec un bonheur moins évident par le colonel Kadhafi. Donc il voulait également une Union africaine tout de suite, mais toujours on s'est rendu compte qu'il y avait des pesanteurs qui encore inhibaient ce qu'on pourrait appeler la marche à l'intégration de l'Afrique. Donc les mêmes problèmes surgissent et ils s'expriment dans les mêmes termes. À mon avis, donc, on a une organisation continentale supplémentaire. C'est au niveau peut-être de l'orientation que là où se situe le changement, parce que l'aspect développement est beaucoup plus poussé maintenant avec l'Union africaine. Et on a même parlé d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement sur le continent. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? À mon avis, oui, on est sur la bonne voie. Il ne faudrait pas peut-être être trop exigeant par rapport à une organisation qui vient de naître, 2002, bon, je dirais 63, puis 2002, 2013. À mon avis, dans la marche de l'histoire, même si 50 ans constituent ce qu'on pourrait appeler un temps suffisamment important pour qu'on puisse froidement faire une analyse, à mon avis, aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie dans la mesure où nous avons clairement vu les challenges qui sont sur l'Afrique. Nous avons d'abord un problème de développement, mais on s'est rendu compte qu'il ne peut pas y avoir de développement sans une gestion démocratique. Aujourd'hui, on parle de bonne gouvernance. Sans une gestion, donc une bonne gouvernance politique, une bonne gouvernance sociale, une bonne gouvernance économique, donc tout ce que les juristes appellent l'état de droit. Aujourd'hui, la nécessité, en tout cas la lumière, c'est le fait qu'il n'est pas possible d'initier des politiques publiques axées vers le développement sans pour autant qu'il y ait des institutions fortes et des hommes également qui sont à la hauteur pour pouvoir les porter. Donc, développement rime avec démocratie. Et on a eu donc la chance de pouvoir le comprendre. Même si encore il y a également des États qui sont actuellement à la traîne. Donc, il faut comprendre qu'on a bien vu l'objectif, il est bien ciblé. Il suffit maintenant de trouver les moyens pour pouvoir accéder, pour pouvoir trouver les solutions idoines. Et parmi ces nouveaux objectifs, il y a cette phrase que je vais vous citer. Il s'est agi donc pour eux de promouvoir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses concitoyens et constituant une force dynamique sur la scène internationale. C'est cela. Est-ce qu'on assiste à cela? On n'assiste pas encore. Je veux dire que ça c'est un objectif qui est visé. On n'assiste pas encore justement à la réalisation de cet objectif, dans la mesure où on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont les Africains qui sont, même si d'un point de vue formel, ce sont les Africains qui sont aux affaires, qui dirigent les États. Il ne faut pas se voiler la face pour dire que l'intrusion des forces transnationales et des forces multinationales dans le jeu des politiques publiques au sein des États africains pèse d'un grand poids encore. Il ne faudrait pas également se voiler la face pour dire que aujourd'hui, l'union qui est tant prônée, qui a tant été chantée et appelée par tous les chants du panafricanisme, aujourd'hui peine aujourd'hui encore à être réalisée. C'est pour dire que nécessairement, à mon avis, les objectifs sont bien visés. On n'a pas encore réalisé ces objectifs, mais est-ce que nous sommes au moins sur le chemin? À mon avis, la réponse est oui. Il faudrait voir seulement les chantiers qui ont été posés, non seulement au point de vue supranational, mais même au niveau des organisations sous-régionales, telles que l'UMOA,
telles que la CEDEAO, qui ont donc développé des politiques publiques, notamment en matière d'harmonisation des finances publiques dans l'espace UEMOA. Vous voyez que dans tout cet espace, aujourd'hui, si vous regardez la loi de finances sénégalaise, elle est la même d'un point de vue formel que la loi de finances ivoirienne, béninoise et consorts. Donc au moins c'est quelque chose que nous avons réussi. Donc on a senti qu'il y a nécessairement l'intégration des forces, mais également l'harmonisation des points de vue. De ce point de vue-là, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, vous semblez être partisan des grands ensembles. Partisan des grands ensembles, mais avec l'approche symbolique qui consiste à dire qu'il faut donc marcher avec des cercles concentriques, donc spécialiser certaines zones, et dans certains domaines. Par exemple, en ce qui concerne des pays comme le Sénégal, le tertiaire, on est très performant là-dessus. Pour des pays qui sont producteurs de ressources naturelles qui sont donc bien prisées sur le commerce international, on pourrait également les spécialiser. Et en créant maintenant une synergie d'action entre l'ensemble de ces cercles, ce qui permettrait de présenter l'Afrique comme étant un bloc homogène qui pourrait faire face justement à l'Europe et à l'Amérique. D'accord. Et parmi vos satisfactions, vous aviez tout à l'heure parlé de la question de la résolution des conflits. Or, sur des questions comme la Libye, le Mali, on attendait beaucoup l'Union africaine. C'est plutôt la France et les Nations unies qu'on a le plus vu. Pourquoi cela, selon vous? Oui, il faut avoir une lecture contemporaine des situations contemporaines. Vous savez, le problème qui s'est posé, je vais commencer par celui-là en Libye, d'abord était un problème interne à la Libye. Et si vous regardez la charte constitutive de l'Organisation de l'Unité africaine et celle de l'OEA, la plupart du temps, les États s'abstiennent d'intervenir dans les affaires intérieures des autres États. Mais lorsque, également, les conventions des Nations Unies, notamment le chapitre 7, stipule que lorsqu'il y a péril en matière de paix, lorsque la paix est menacée, on met en place ce qu'on appelle le mécanisme de sécurité collective, ce qui permettait aux États de venir en aide justement à cet État. Mais on s'est rendu compte qu'en ce qui concerne le cas particulier de la Libye, les pays occidentaux, certains pays occidentaux étaient très pressés, permettez-moi l'expression, de faire la fête à Kadhafi, qui a pendant un certain temps tenu tête aux puissances occidentales. Parce qu'on peut reprocher tout à Kadhafi, peut-être d'un point de vue de la déficience de la gestion politique, de la gestion démocratique des institutions, mais ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance économique, on ne peut pas lui reprocher de ne l'avoir pas réussi. Donc, n'étant pas quelqu'un qui était donc, qui obéissait au droit et à la baguette à certaines puissances occidentales, il fallait nécessairement lui faire la fête. L'Union africaine n'avait pas son mot à dire? L'Union africaine avait son mot à dire, mais l'Union africaine a été victime de son processus de prise de position par rapport à des conflits. Vous savez, la plupart du temps, on privilégie ce qu'on appelle les commissions ad hoc. Ce n'est pas souvent les textes qui sont appliqués, mais la plupart du temps, quand il y a un conflit en Afrique, on fait souvent recours à une personnalité ou un organisme qui en était fait l'unanimité au sein des relations internationales africaines pour lui demander de jouer au médiateur. Donc c'est la procédure de médiation, de conciliation qui était la pratique habituelle. Mais on s'est rendu compte, l'Union africaine ne s'était pas rendu compte en réalité que ces méthodes par rapport à cette question-là étaient obsolètes. Il fallait agir vite. Il fallait agir vite. Regardez la célérité avec laquelle l'Organisation des Nations Unies s'est réunie pour prendre sa fameuse résolution de 1973, permettant justement d'intervenir en Libye. Alors qu'il y a des résolutions qui dorment encore dans les tiroirs, des résolutions de 1967 sur le retrait d'Israël au Golan, qui n'ont pas fait l'objet de mise en œuvre en application. La célérité avec laquelle, au moment où la résolution a été votée, même pas 5 heures de temps, les avions franco-anglais avaient déjà commencé à bombarder des positions dans la Libye. C'est pour dire quoi? Les Africains avaient été pris de court donc, par rapport à cette situation. Et à mon avis, je récuse la façon dont la communauté internationale a réglé le problème libyen, parce que le problème, il demeure encore entier. On n'a pas encore réglé le problème justement de la bonne gouvernance en Libye en tant que tel. Maintenant, si vous permettez, si nous prenons le cas de la situation au Mali, la situation au Mali, elle était une situation également, peut-être qu'on n'avait pas vu venir, parce qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler au sein de cet espace constitué du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, la présence de forces un tout petit peu terroristes telles qu'ADMI, qui rôdaient, qui cherchaient un point d'attache quelque part. On a profité justement, c'est les conséquences de la crise libyenne qui ont donné la possibilité à certaines fractions de pouvoir s'armer et de pouvoir investir certains pays. Et je veux dire que la poche molle, c'était justement le Mali, et ils sont intervenus. Ce que je peux reprocher effectivement ici à l'Union africaine, c'est justement son attentisme. Donc il y avait eu beaucoup de résolutions. Au moment où sur le terrain, les forces insurgées étaient en train de gagner du terrain, on se perdait encore en conjoncture, en procédure
Ça, sur ce plan-là, à mon avis, il faudrait nécessairement critiquer l'Union africaine parce qu'elle a traîné les pas. Et elle s'est fait donc doubler, permettant l'expression, par des pays, des puissances étrangères comme la France. D'accord. Une dernière question, professeur. Elle concerne le NEPAD qui est chargé donc d'aider l'Afrique à augmenter les investissements extérieurs. Est-ce que pour vous, c'est un bon instrument? Oui, vous savez, on peut dire oui et non. Oui, dans la mesure où aujourd'hui, nous sommes dans des États suffisamment faibles qui n'avons pas les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir nous-mêmes financer notre développement. Sur ce plan-là, il est tout à fait acceptable, tout à fait loisible aux États de faire appel, si vous voulez, aux investisseurs étrangers pour pouvoir donc, en réalité, nous aider à initier des politiques de développement économique, agricole notamment, sur le continent. Maintenant, non, dans la mesure où 50 ans, à mon avis, on pourrait donc pouvoir s'arrêter pour dire l'aide que nous avons souvent, dont nous avons souvent hérité, elle va où? Est-ce qu'elle a été utilisée à bon escient? Autrement, également, je pourrais dire non dans la mesure où, à mon avis encore, jusqu'à présent, des politiques publiques relatives donc, au développement de l'agriculture au sein de chacun de nos États, mais également au sein des espaces sous-régionaux et régionaux, ce sont en réalité des politiques publiques qui n'existent pas encore, que l'on demande à ce qu'elles puissent donc être initiées et mises sur les fonds baptismaux. On ne peut pas financer un projet qui n'est pas encore fiable et qui n'est pas encore tenable. Espérons que cette question sera abordée donc à l'occasion de la célébration de ces 50 ans de l'OUA. Je rappelle donc que le 25 mai 2013, ces 50 ans seront célébrés sur le thème panafricanisme et renaissance africaine. Professeur Mamadou Aliou Diallo, merci. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans une semaine pour un nouveau numéro de l'émission Le Point.